Alors, c'est parti. Bon, on commence par la fin. Quel mot vous inspire le plus de douceur? J'écoutais Marc répondre à la question juste avant et j'avais aucune idée de ce que j'aurais répondu à sa place. Je trouve que c'est super difficile de donner autant de caractéristiques à un mot, à une histoire peut-être ou à une phrase à la limite. À un seul mot, je trouve qu'il y a peu de mots qui m'inspirent directement une émotion. J'ai un peu besoin de les mettre ensemble. Ou alors parfois uniquement dans quelque chose de très mélodique, mais ça devient vraiment de la musique, quoi. Euh, J'aime bien le mot solitude dans ce sens-là, mais pas particulièrement à cause de la douceur de ce qu'il représente. Je sais pas, peut-être que je répondrai ça parce que c'est le jeu, d'essayer de répondre. Et je crois qu'il y a une douceur dans la solitude aussi, euh, qui me parle beaucoup et qui est pas du tout celle de l'isolement, mais, euh, mais le fait de savoir être seul aussi, et cette douceur-là, elle me touche au niveau du sens, mais ouais, peut-être simplement au niveau des, des consonances quoi, du mot. Mais je pense qu'il y a plein de mots qui sont très doux en soi, si on les prononce joliment. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? Au début, j'aurais eu envie de dire un gros livre aussi, euh, que ça dure un peu, quoi. Mais je suis pas sûr, parce qu'il y a des très petits livres qui sont super efficaces et qu'on a envie de relire tout le temps. Euh, je pense que là, maintenant, tout de suite, si je dois répondre, je dirais peut-être un gros livre quand même, et je partirais sur un immense pavé de Roberto Bolaño, euh, 2666, euh, qui fait plus de 1000 pages et où il y a de quoi faire. Et je crois que je dirais ça parce que c'est un livre aussi où il y a plein de choses dedans, où il y a plusieurs livres dans le livre, où il y a des moments très enquête, presque un peu policiers, des moments où c'est plus formel, avec des listes affreuses de disparitions. Il y a plein de choses et je l'ai lu une fois, ce qui est déjà pas mal parce qu'il est long, mais je pense que je pourrais le relire encore et qu'il y aurait encore des choses à tirer. Mais ce serait triste d'avoir un seul livre. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? Euh, les gens dedans, quand même, je crois. Euh, oui, non, enfin, c'est sûr même. Et sinon, si la question porte sur le côté matériel, ce que je pense que ça implique, euh, à ce moment-là, je sais pas. J'ai pas grand-chose de nécessaire, je crois, que j'aurais absolument besoin de sauver en termes de matérialité. Donc, je pense un souvenir. euh, Si je devais vraiment prendre une seule chose, je pense que j'essayerais d'attraper une boîte de souvenirs ou un truc comme ça caché sous le lit avec des dessins et des carnets d'école de quand j'étais petit et des souvenirs de voyage et des tickets de métro de New York et des trucs comme ça, quoi. Euh, ouais, je crois. Et puis, puisque de toute façon, sur l'île déserte, j'aurais 2666 de Bolaño, ça devrait le faire. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Il y en a pas tant que ça, je pense. Pas parce que je pense qu'ils étaient pas ou qu'elles étaient pas intéressantes, mais parce que j'aime bien le fait d'avoir accès à ces personnes-là par leurs œuvres, dans la plupart des cas, et j'ai pas souvent vraiment l'envie de voir ces personnes-là dans la vraie vie. Je crois que j'aime bien le mystère qu'il y a autour du fait de pouvoir les imaginer à travers leurs œuvres, à travers leurs livres. Euh,
Ouais, j'aime bien ce côté un peu de pouvoir me faire ma propre idée de ces personnages-là. Et bon, bah, pour répondre à la question et pour rester un peu dans ma thématique, je dirais peut-être Bolaño, encore une fois. Peut-être parce que justement, c'est quelqu'un qui a pas eu le temps d'écrire tout ce qu'il avait envie d'écrire, ou en tout cas, je pense, et qui a écrit très très vite à la fin de sa vie. Et, euh, et j'aimerais pas forcément le voir ressusciter là maintenant, mais je serais curieux de, de le découvrir et un peu de juste assister à son mode de vie, à son fonctionnement, à comment il pense et à comment il travaillait dans les 5 ou 10 années avant sa mort où il savait qu'il allait mourir et il savait qu'il voulait écrire beaucoup et qu'il avait des histoires à raconter. Euh, et cette rigueur-là qu'il s'est imposée, euh, je serais curieux, je crois, de voir à quoi ça ressemble. Mais plus dans un côté, le voir de loin dans un café et le voir vivre plus que vraiment moi-même partager une bière avec lui au coin du feu, quoi. Ouais, du coup, on est droit dans le mille, tout va bien. Que pensez-vous de cette citation? Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire au hasard, le monde entier est un hasard. Roberto Bolaño. Comme quoi, il y a des gens qui travaillent bien, qui font leurs recherches. C'est super. Euh, je vais relire la citation parce que je la connais par cœur, mais je trouve qu'elle est... Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire au hasard, le monde entier est un hasard. Euh, oui, je suis d'accord. Je suis pas sûr d'avoir grand-chose à dire en plus à cette citation parce que je trouve qu'elle se tient pas mal toute seule. Euh, mais en tout cas, ça exprime, je crois, de sa part une fascination pour les coïncidences dans le monde et pour comment l'univers et la réalité que chacune d'entre nous se construit euh, est, est en fait complètement fabriquée de mille petites coïncidences mises bout à bout. Et moi, enfin, je partage complètement cette fascination-là et je pense que je suis pas tout seul non plus. Et je trouve que encore peut-être plus que jamais aujourd'hui, la vitesse à laquelle s'enchaînent les choses et à laquelle on découvre des informations, des histoires, la manière dont les informations nous arrivent à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers les algorithmes et autres, ne font que démultiplier la vitesse à laquelle les hasards se produisent. Euh, et, et je trouve ça absolument fou. Et je pense que, ouais, c'est dur d'accepter ça, mais je pense que c'est très beau si on arrive à accepter ça. D'où est venu ce titre? Une singularité. Euh, c'est un titre qui est, comme disait Marc aussi tout à l'heure, il y a eu tout un processus, le texte a eu plusieurs titres de travail et ensuite des discussions qui ont mené à ce titre-là. Une singularité, ça c'est un peu au final, suite à une discussion avec mon éditrice, installé comme une évidence parce que c'est c'est un mot, une singularité qui veut dire beaucoup beaucoup de choses et qui fonctionnait bien pour essayer de capturer cette histoire-là. Moi, ça me parlait beaucoup parce que c'est un mot qui, dans le langage de la physique, de l'astrophysique particulièrement, désigne spécifiquement un endroit précis de l'espace-temps, qui est l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur des trous noirs. L'endroit où vraiment on ne sait plus physiquement, avec les théories actuelles qu'on a de la science, on ne sait plus expliquer le monde à cet endroit-là. Et ça, moi, ça me parlait beaucoup parce que je trouve qu'en fait, c'est un espace qui existe dans la réalité scientifique et cartésienne dans laquelle on nous propose de vivre avec les sciences,
mais qui en fait est forcément un appel à l'imaginaire et à la poésie, parce que si on ne peut pas expliquer ce qui s'y passe rationnellement, on est presque obligé de l'inventer. Et c'est un petit peu ce qui se passe, ou ce que le personnage de Abel dans le texte essaye de faire à sa manière, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer ce qui se passerait si on basculait de l'autre côté, si on basculait à l'intérieur d'un trou noir et qu'on devait réinventer les manières de vivre, les manières de percevoir les choses et notre rapport au monde. Donc ce titre-là, pour moi, il veut dire ça. Il veut dire un peu cet endroit dans le monde qu'on ne peut pas rationnellement expliquer et que on est un peu obligé de fantasmer et d'inventer pour pouvoir faire exister, quoi. Voilà.